Intéressant, on se penche sur ce cas d'un magistrat dit trop répressif. En tout cas, il est attaqué par un certain nombre d'associations, par le syndicat de la magistrature, par un certain nombre de journaux, en disant, eh bien écoutez, il exagère. Il s'appelle Tony Curtis, il est effectivement président, il est juge, il a été juge des libertés et de la détention. Et il est aujourd'hui, Maître Olivier Pardoux, qui est son avocat, aujourd'hui. Président de la Chambre des comparaisons immédiates du tribunal judiciaire de Paris. Qui est quand même l'un des postes les plus importants. Qui est un poste important et qui est un poste qui est mené de manière incontestable par Monsieur le Président Curtis. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu une campagne qui ne date pas d'hier déjà. On dit oui, il exagère, c'est 100% répressif. Et alors on dit cette chose formidable, parce que même ses adversaires, oui, il applique la peine, toute la peine, et il fait du zèle presque. Bon, d'abord, pour moi c'est un honneur de défendre le président Curtis, parce que c'est un magistrat, comme on en voit beaucoup, mais qui représente la justice dans son impartialité. C'est-à-dire, c'est un magistrat non idéologique. Mmh. Lui, ce qui compte pour lui, c'est la loi. Et il n'est pas idéologique. Donc ceux qui sont idéologiques l'attaquent en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous appliquez la loi alors qu'il faudrait appliquer une idéologie. » Mais je crois que le rôle d'un juge est d'appliquer la loi, enfin, si je ne m'abuse. En tous les cas, la loi dit que le juge doit appliquer la loi. Ouais. Maintenant, on ne va pas se raconter de fadaises. Il y a évidemment de l'idéologie. Et quand un juge décide d'être rigoureux, ça ne veut pas dire autre chose que rigoureux en droit. Mmh. Oui, appliquer le droit. Appliquer le droit. Pour vous donner un exemple. Oui. Prenons un exemple. Je viendrai ensuite sur les attaques. Comment on sait si un juge est un bon juge ou un mauvais juge? D'abord, c'est très difficile quand c'est en collégial. Parce que quand c'est en collégial, et là, l'article de Libération qui a mis le feu aux poudres, il attaque le président d'une chambre en collégial, où il y a 2 autres magistrats. Moi, j'ai été magistrat. Le président n'a pas de voix prépondérante. Alors ouais, c'est lui quand même qui donne le ton, non? Quand même. Donne le ton quand il y a des jurés. Et quand il y a des professionnels à ses côtés, les 2 autres sont également aguerris. Donc, voyez-vous, ça c'est déjà le premier point. Et puis, on regarde, quand il y a des appels, s'il y a des appels, le taux de réformation. Le président Curtis, les chambres qu'il préside ont un excellent taux d'appel. Ensuite, vous regardez sa notation. Il a une excellente notation. Enfin, une fois que les attaques ont eu lieu, moi j'ai eu des avocats, des magistrats qui sont venus dire l'inverse de ce que dit l'article. Ce qui est intéressant, c'est la décision de Libération de faire 3 pages diffamatoires. Plus que diffamatoire, disons qu'il falsifierait les rapports des éléments, qui commencent haro sur le juge Tony Curtis, le marteau de la justice. Oui, j'ai vu le marteau de la justice. Non mais haro, c'est quoi haro? La chasse à court. Mais quand on s'attaque au président Curtis, on s'attaque à un juge indépendant, donc quelque part à la démocratie. Mais alors, Maître Olivier Pardoux, est-ce que vous pouvez me dire concrètement, par exemple, ce qu'il y a des faits qui lui ont, enfin des jugements qui lui ont été reprochés, en disant, est-ce que vous pouvez donner des exemples où il est allé trop, on dit, il est allé trop loin, trop sévère, etc. Dans l'article, mais les reproches ne tiennent pas. C'est-à-dire, par exemple, on lui dit, vous ne faites pas d'aménagement des peines systématiquement. Non, il ne les fait pas systématiquement, mais il les fait quand même. Mais il ne les fait pas systématiquement. Oui. Et ça, c'est reproché, parce qu'il faut systématiquement... Oui, parce que souvent, on dit application des peines, Pourquoi, comment? C'est pas à vous, grand journaliste que vous êtes, avec l'expérience que vous avez, de savoir comment se construit l'idée, pour un journal comme Libération, de faire un portrait à charge contre le président d'une chambre correctionnelle. Généralement... c'est pas ce que l'on entend dans Libération, ou plutôt, c'est pas les juges qui sont forcément visés. Donc faire 3 pages, grand titre, sur un magistrat connu professionnellement, mais pas connu
dans l'opinion. Du grand public, non. C'est que c'est quelqu'un qui est venu leur rapporter. Mais c'est dans l'article. À un moment donné, il siège une fois avec un représentant du syndicat de la magistrature. Ouais. Une fois. Et il fait son métier de président. J'en sais pas plus parce que, voyez-vous, il y a un phénomène qui s'appelle le secret du délibéré. On sait ce qui se passe à l'audience. Mais ce qui se passe entre les 3 juges, on ne le sait pas et on ne doit pas le savoir. Et là, il y a manifestement un des assesseurs qui a parlé, enfin qui a raconté. Donc c'est un vrai sujet. Et qui a décidé qu'on allait faire une campagne contre monsieur Scurtis. Sauf qu'il ne savait pas une chose. Il pensait qu'il allait faire comme tous les autres magistrats quand ils sont attaqués, demander à son président, à son premier président, à son ministre de le protéger. Bah lui, c'est un homme d'honneur. Vous voyez les hommes d'honneur, comment on les voit, droit. En général, ils font pas de procès. Enfin, ils ne vont pas. Et là, lui, il a dit non. Je ne laisserai pas passer. Et il nous a fait l'honneur, à Laurence Dexin et à moi, qui est mon associé, de venir nous voir et de nous demander d'analyser le dossier. Et nous avons préparé des plaintes en diffamation, des plaintes en violation du secret du délibéré, toute une série d'actions pour lui restituer son honneur. Parce que vous laissez ça. Mais un justiciable qui vient devant cette chambre, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que c'est fini. Or, la réalité, c'est qu'il est juste. Il est juste comme la loi est juste. Si la loi dit quelque chose qui est injuste, bon... il faut la changer. Il faut la changer, mais c'est un autre problème. Il applique la loi et tout ce qu'on voit, moi j'ai vu, pour préparer le dossier, toutes ces notations, il a toujours eu les meilleures notations. Vous savez, dans la magistrature, la notation, c'est quelque chose qui compte. C'est-à-dire, c'est vos pairs qui donnent l'appréciation sur vous. Absolument. Et lui, tout le monde, les avocats qui sont venus et qui vont venir le soutenir, louent sa rigueur juridique. Alors, si la rigueur juridique, c'est la rigueur au sens premier du terme, oui, c'est un magistrat rigoureux. Alors, en fait, une chose, est-ce que le secret du délibéré peut devenir comme le secret de l'instruction, qui pratiquement est devenu une plaisanterie, ou presque, qui n'existe plus? Cher André Berkoff, jusqu'à présent, le secret du délibéré était l'un des derniers bastions où on ne savait pas ce qui s'y passait. On ne savait pas parce que on ne sait pas l'opinion des autres ou pas. Moi, j'étais magistrat et c'est une phase de la vie judiciaire qui est sûrement la phase la plus importante parce que c'est là où la décision se prend. Oui. Et c'est là où il y a des affrontements ou pas. Mais ils sont 3. Et surtout le président. Généralement, je vais vous raconter, sans violer le secret du délibéré, comment ça se passe, puisque je l'ai été. Oui. Le président fait parler le plus jeune, le plus nouveau. Si le plus nouveau est d'accord avec ce que le président propose, il vous dit, voilà, moi je considère qu'il est coupable, je propose telle peine. Si le jeune magistrat, le plus jeune arrivé, ça ne veut pas dire qu'il est jeune, dit ok, l'autre dit bon, ok. S'il n'est pas d'accord, il va se tourner vers le magistrat assesseur le plus ancien pour lui poser la question. Mais à un moment donné, si le magistrat le plus ancien se met d'accord avec le plus jeune, le président est en minorité, il ne peut rien faire. Ah, vous voulez dire c'est vraiment à l'égalité des... Total. Moi, j'ai vu des présidents... Moi, j'avais vu... Sans violer le secret du délibéré, de toute façon. C'était il y a tellement longtemps. On n'a pas de nom ni d'affaire, là. J'ai vu un président où les 2 assesseurs le mettaient systématiquement en minorité. Voyez, il est obligé d'accepter. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et quand il va rentrer à l'audience et qu'il va prononcer la peine, ou la culpabilité, il va dire ce qui a été décidé par les 3, et pas par lui. Et là, on le vise lui, alors que c'est des délibérés. Alors justement, Olivier Pardoe, allons un tout petit peu plus loin, au-delà de ce cas. Qu'est-ce que vous dites, vous avocat, ancien juge, justement, c'est très intéressant, vous avez été de 2 côtés de la barricade. Qu'est-ce qu'on dit quand une partie de l'opinion dit vraiment les juges trop laxistes, la justice, et on entend ça et dans l'émission et ailleurs, vraiment, beaucoup de monde qui se plaignent cette insécurité, violence et non-réponse de la justice. Alors, je schématise, bien sûr. Et là, on a un cas, au contraire, où des gens, effectivement, c'est l'idéologie d'un autre
côté attaque en disant non, 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 il est beaucoup trop sévère et c'est pas normal. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, soyons, une guerre civile froide? J'exagère en parlant de guerre civile, mais quand même, de la justice. On voit très très bien que ça ne marche pas très bien, tout ça. Bon, la justice est devenue, d'aucuns diront l'autorité, mais en réalité un pouvoir central de la vie française. Pouvoir central. C'est-à-dire, vous n'ouvrez pas un journal sans que les affaires de justice, que ce soit les affaires de justice des faits divers, la palmade, des affaires politiques, soient centrées sur la justice. Centrées sur la justice. Et vous avez un pouvoir qui est perçu par les autres pouvoirs comme second. C'est quand même paradoxal. Vous avez un pouvoir qui est devenu le premier pouvoir qui intéresse le plus l'opinion, et qui est perçu second et qui est traité secondairement. Je vais vous dire quelque chose que les autres ne disent pas. Éric Dupond-Moretti, que tout le monde critique, est celui qui donne à la justice des vrais moyens et qui fait une vraie révolution. Il est honni par tout le monde. On ne va pas se raconter, ses anciens confrères qui ne l'aiment pas, les juges qui le détestent, mais il donne les moyens. La justice, c'est quelque chose de moyen. Quand vous allez aux États-Unis, je travaillais dans des dossiers américains, qu'est-ce qui fait la différence entre un juge français et un juge américain? C'est pas son intelligence, c'est pas sa culture, c'est même pas son ancienneté, c'est qu'autour du juge, il y a 10, 15 assistants qui travaillent. Il a les moyens, absolument. Et ça lui évite de faire des conneries. Oui. Parce que quand vous avez 10, 15 assistants, si vous déviez, les autres, ils le voient. Et il le corrige. Mais juste une chose, Olivier Pardieu, c'est très. Je crois que ce que le public surtout ressent, en tout cas une grosse partie du public, c'est justement, et peut-être Éric Dupond-Moretti est une illustration, mais peut-être négative, alors qu'il a des côtés positifs, je le concède tout à fait, c'est la non-séparation des pouvoirs. En tout cas, c'est ressenti aujourd'hui comme... et vraiment, on entend des témoignages du matin au soir, et de beaucoup de monde, comme qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir véritablement actif en France, c'est le pouvoir exécutif, et que le pouvoir législatif, bon, ça se discute, et que le pouvoir judiciaire, il est en partie, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, que le parquet est dépendant pour sa carrière du ministère de la Justice et du gouvernement. En tout cas, c'est ressenti comme un pouvoir, vous dites en second, mais parce que certains ont l'impression que c'est un pouvoir en partie assujetti. Alors, demandez à M. Olivier Dussopt ce qu'il en pense. Parce que porter la réforme numéro 1 du gouvernement et se retrouver avec un rapport du parquet national financier le jour même qui lui reproche une infraction, on ne peut pas dire que ça soit le pouvoir qui ait eu cette idée-là. Demander au président Nicolas Sarkozy ce qu'il en pense. La vérité, c'est que... Il y a eu l'affaire Fillon aussi. Alors, l'affaire Fillon, je pense, voyez-vous, que c'était une autre époque. Qu'on est déjà très au-delà. C'est-à-dire que... Mais vous pensez qu'on a dépassé cette époque-là? Je pense qu'aujourd'hui, l'indépendance est acquise, que l'impartialité est à conquérir. Intéressant. Et que l'impartialité, le président Curtis la représente, mais elle est à conquérir. L'impartialité, c'est la partialité. Moi, je me souviens de mon premier président, quand j'ai débuté, qui me disait « L'ennemi du juge, il n'y en a qu'un, c'est lui-même. » C'est-à-dire ses convictions, ses a priori, son idéologie. Ouais. Et que si votre apprentissage, ce n'est pas de la laisser de côté, c'est un exercice extraordinairement difficile. Moi, j'ai quitté la magistrature pour ça. Penser contre soi-même. Penser contre soi-même. Moi, j'étais incapable. Je suis un homme engagé, j'étais incapable. Bon, c'est le pire des métiers si vous voulez avoir un engagement. Faites autre chose. Soyez homme politique, soyez avocat, soyez journaliste, éditorialiste, soyez ce que vous voulez, soyez pas juge. Quand vous allez voir un juge, tout ce que vous lui demandez, c'est de vous écouter, sans a priori, et ensuite de faire son jugement. Quand vous sentez que tout ce que vous dites, c'est comme faire pipi dans un violon, évidemment que vous ressortez de là, vous êtes détruit. Et il y en a eu, Mais déjà parce que, par exemple, vous avez un métier qui est un métier dingue, qui s'appelle le métier de juge d'instruction, où vous êtes à la fois
enquêteur et juge. Oui. Ce qui est quand même pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Un juge, c'est quelqu'un... Il y a un procureur qui dit noir, il y a un avocat qui dit blanc, et lui, il décide. S'il porte en lui-même les deux éléments, c'est très compliqué. Alors, il y a des génies qui arrivent, moi, je les admire. Non, c'est vrai que, en tout cas, c'est intéressant parce que l'affaire du juge Curtis, enfin ce que vous défendez, pose vraiment le problème. Et comme vous dites, c'est un problème humain. C'est-à-dire, est-ce que la personne est, je ne dirais pas objective, mais elle est neutre au bon sens du terme? Est-ce qu'elle n'écoute que sa conscience ou elle écoute ses a priori ou ses partis pris? Parce qu'on est humainement aussi, on a tous des partis pris. Si un jour on devait décrire, faire le portrait, un romancier faire le portrait d'un magistrat impartial, intègre, que ça soit physiquement, moralement, mentalement, il prendrait l'exemple de Tony Curtis. Eh ben vous êtes un bon avocat, Olivier Bardot. On le savait déjà, mais là, vous le démontrez. Merci en tout cas. Merci.